Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui le budget est de retour à l'Assemblée nationale. Après son passage au Sénat, les députés planchent depuis hier sur le projet de loi de budget de la sécurité sociale. Quelle sera l'issue? Quelles seront les conséquences si le texte est rejeté? On va tout comprendre et y voir surtout beaucoup plus clair avec l'un des meilleurs observateurs de la vie parlementaire, Wally Bordas, grand reporter au service politique du Figaro. Pour la 4e fois, Emmanuel Macron s'envole pour la Chine. Quels sont les enjeux de cette visite qui se déroule dans un climat de tension entre l'Europe et le géant asiatique? Marc Julienne, directeur du centre Asie-Chine à l'IFRI, sera notre invité tout à l'heure sur le plateau. Et puis on parlera de Louis-Ferdinand Céline, un immense écrivain, mais aussi l'un des plus controversés de la littérature française en raison de ses nombreux écrits antisémites. Une série documentaire passionnante se penche sur le cas Céline. Son auteur, Philippe Collin, sera en fin d'émission sur ce plateau. Vous avez le programme, Point de Vue, c'est parti. Bonjour Wally Bordas. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro. Vous suivez la vie parlementaire et vous venez d'ailleurs d'écrire un livre tout à fait passionnant sur le sujet. On y reviendra tout à l'heure au cours de cette interview. Ça s'appelle Palais Bourbier. Chronique d'une France ingouvernable. Alors depuis hier, Wally, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est de retour à l'Assemblée nationale après son passage chez les sénateurs. Ça veut dire que les députés repartent de la copie, c'est ça, des sénateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans cette copie ? Dans la copie des sénateurs, il n'y a plus la suspension de la réforme des retraites. Notamment, c'était le gros point qui avait été ajouté à l'Assemblée nationale après le vote d'un amendement de Sébastien Lecornu lui-même, enfin du gouvernement lui-même, qu'il avait ajouté suite à une promesse faite aux socialistes. Donc il n'y a plus cette suspension. Elle va rapidement revenir à l'ordre du jour puisque l'Assemblée nationale est favorable à la suspension de la réforme des retraites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette seconde lecture, elle est capitale. En gros, on a eu une première lecture où chacun tentait un petit peu de marquer ses points, de marquer ses positions. On a eu ce vote du Sénat qui a clairement fait une copie de droite, avec des économies, avec une réintégration de la réforme des retraites, de la réforme Borne, Et donc là, on a cette seconde lecture à l'Assemblée qui est capitale parce que si il n'y a pas d'adoption, en gros, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas de texte PLFSS avant la fin de l'année, de texte budgétaire sur la sécurité sociale avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui a été laissé de côté par les sénateurs ? Les sénateurs, ils ont supprimé tout ce qui était augmentation d'impôts. Par exemple, sur la hausse de la CSG, ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé à peu près toutes les dispositions de justice fiscale qui avaient été ajoutées par les députés. Et eux, ils ont ajouté des économies. En gros, ce qu'a fait le Sénat, c'est un nettoyage à peu près habituel. Oui. Le Sénat est en majorité à droite et au centre. Donc, ils ont fait, en gros, leur budget de la sécurité sociale rêvé. En revanche, ce qui complique les choses, c'est que l'Assemblée n'est pas à majorité de droite et du centre. Donc, va revoir à son tour cette copie sénatoriale et va à son tour amender et tenter de trouver des chemins, ce qui est beaucoup plus compliqué dans une Assemblée coupée en 3. Alors justement, des compromis, est-ce que les compromis peuvent surgir, C'est le grand terme du Premier ministre, Lecornu, les compromis. La vérité, ça peut surgir. C'est que ça se complique quand même. Ça se complique. Mais c'était déjà très compliqué. C'était déjà très compliqué, mais le Premier ministre pouvait au moins s'appuyer sur une majorité relative, très très relative certes, avec le socle Renaissance, Modem, Horizon, LR. Là, il semble que le socle s'effrite, puisque hier, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et donc ses députés Horizon ont fait en quelque sorte sécession. En annonçant qu'en l'état, il ne pourrait pas voter favorablement la copie budgétaire de la sécurité sociale. Pour quelles raisons ? Quels ont été les motifs, les arguments annoncés par Édouard Philippe et le groupe Horizon ? La suspension de la réforme des retraites
ils y sont défavorables. Oui. Et la hausse de la CSG voulue par le Parti socialiste et à peu près acceptée par le Premier ministre, ils y sont aussi défavorables. Oui. Donc ils estiment que le compte n'y est pas pour eux. Et ça complique les choses, puisque les Républicains qui auraient pu, si les Horizons avaient voté favorablement, qui auraient pu se partager entre vote pour et abstention, ne peuvent pas être moins disants que les Horizons qui appartenaient à la majorité d'Emmanuel Macron. Et donc, cette sécession d'Horizon complique les choses, puisque à l'heure actuelle, là, au moment où on parle, il y a beaucoup plus de contre sur le vote du texte qui sera mardi prochain, a priori. Le 9 décembre, oui. Il y a beaucoup plus de contre que de pour, et donc le texte, en l'état, serait rejeté. Alors, Sébastien Lecornu s'est à nouveau entretenu avec différents chefs de parti. Qu'est-ce que ça a donné ? Bah écoutez, depuis le début de la semaine, là. Alors apparemment ça s'est très bien passé avec le Parti socialiste, puisque Olivier Faure est ressorti ravi et très positif. On l'a vu sur les chaînes de télévision annoncer que voilà, on était proche d'un accord, d'un consensus. La vérité, c'est que le Parti socialiste est allé assez loin dans la négociation et il ne peut plus trop faire machine arrière. Oui, il a déjà obtenu pas mal de choses, le Parti socialiste. La suspension de la réforme des retraites, la hausse de la CSG, il y a eu beaucoup de victoires obtenues par Olivier Faure et Boris Vallaud. En revanche, ça s'est beaucoup moins bien passé hier pour Sébastien Lecornu avec les écologistes. Et les écologistes, ils peuvent avoir un rôle aussi à jouer dans le vote final, puisque s'ils votent contre, ça condamne quasiment ce budget de la Sécu Lecornu. Pourquoi ça ne s'est pas bien passé avec les écologistes ? Parce qu'on dit effectivement que Sébastien Lecornu n'a pas assez bien traité les écologistes et les communistes pour les rallier à sa copie, en fait. Ce qui est probablement vrai. Il s'est beaucoup occupé des socialistes. Les écologistes réclamaient leur gain, c'est-à-dire ce qui est beaucoup ressorti ces derniers jours, notamment par la voix de Sandrine Rousseau, qui était un peu la porte-parole sur ce texte, ils demandaient une suppression de la hausse des franchises médicales voulues par le gouvernement. Oui. Pour l'instant, ils ne l'ont pas obtenue. C'est une mesure qui ne passe pas directement dans le PLFSS, mais qui pourrait être adoptée par décret, qui pourrait être mise en vigueur par décret. Le gouvernement ne s'est engagé à rien pour l'instant sur ce sujet-là. Et au-delà de ça, les écologistes et le Parti communiste sont bien plus durs en affaires que le Parti socialiste sur la négociation. Ils en demandent bien plus. Et voilà, on a tendance à dire que les écologistes sont un petit peu des enfants de parents divorcés avec le cœur qui balance entre LFI et le PS. Et il semble que ces derniers jours, ils semblent plutôt prendre la ligne de la France insoumise que celle du Parti socialiste. Et le Rassemblement national ? Le Rassemblement national, dans tout ça, on n'a pas encore entendu Marine Le Pen dire très clairement qu'elle voterait en défaveur de ce texte. En revanche, on a entendu Jean-Philippe Tanguy, l'un de ses principaux lieutenants, le répéter à l'envi ces derniers jours. Aujourd'hui, ils sont reçus à Matignon par Sébastien Lecornu, mais j'ai l'impression que l'exécutif c'est quand même déjà résigné sur ce sujet, sur le vote du Rassemblement national. Et on l'a bien vu, la tonalité des lieutenants de Marine Le Pen et de Marine Le Pen elle-même ces dernières semaines est plutôt dans tout. Enfin voilà, je sens surtout, je suis contre ce gouvernement, je suis contre le budget. Donc, vous voulez dire le gouvernement s'est résigné à se passer de l'accord du Rassemblement national, à se passer même de l'abstention, parce qu'en fait une abstention du RN suffirait à ce que le projet de loi de budget de la Sécu soit adopté. Mais voilà, ils sont dans une attitude très défavorable en ce moment, et donc le gouvernement, c'est pour ça que le gouvernement est allé plutôt chercher du côté de la gauche et du Parti socialiste, quitte à braquer les LR, les Horizons, et d'où la situation et l'impasse dans laquelle se trouvent les trois chemins et le côté funambule de l'affaire pour Sébastien Lecornu, clairement. Oui, et aujourd'hui, aujourd'hui, on se dit que on est dans une impasse. On se dit que le chemin qui était étroit c'est encore rétréci. Oui. Et on peut se dire aussi que s'il y a une adoption mardi, franchement, ce serait un exploit XXL du gouvernement de faire adopter ce budget de la sécurité sociale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 99% de chances qu'il y ait un rejet, sauf si Sébastien Lecornu décidait
de faire machine arrière sur une autre promesse qu'il a faite, celle de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution, qui lui permettrait de passer en force sur le texte et qui lui permettrait de ne pas être censuré, parce que très clairement, si personne n'a envie de voter favorablement ce budget de la Sécu, tout le monde a envie qu'il soit adopté. Donc en fait, et personne n'a envie que le gouvernement, parmi les forces du bloc central et plus le Parti socialiste et peut-être les écologistes, et personne n'a envie que le gouvernement soit censuré et tombe juste avant Noël. Le 49.3, justement, c'est une promesse de ne pas y recourir pour le Premier ministre. Sa porte-parole a à nouveau aujourd'hui, ce matin même, réitéré cette décision. On voit mal comment il pourrait y revenir, non ? On voit mal comment il pourrait y revenir parce qu'il allait très loin. Mais bon, en politique, il faut toujours se méfier des promesses. Bien sûr. Et ce qui pourrait très bien se passer, ça ne sera probablement pas le cas, mais ce qui pourrait très bien se passer, ce serait une demande solennelle d'Olivier Faure. C'était lui qui avait demandé à ce que le 49.3 ne soit pas utilisé. Une demande solennelle d'Olivier Faure dans un journal de 20 heures qui demande solennellement au Premier ministre de revenir sur cette promesse. Il ne le fera pas. Les socialistes ont très envie que le Premier ministre utilise le 49.3. Ah, mais ils exigent plus le... Non, ils savent bien qu'en fait, c'est probablement le seul moyen de faire adopter ce budget qui contient... C'est-à-dire le réel est de retour, donc c'est ça. Exactement. Et donc, ils vous le disent sous couvert d'anonymat. Il y a Boris Vallaud, le patron des députés, qui l'a un petit peu dit au détour d'une interview ce week-end, en disant qu'il n'a pas dit très clairement, il a dit qu'il n'écartait pas le 49.3 et que ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Mais ils ne le disent pas clairement, ils ne le demandent pas solennellement, et je pense qu'ils ne le feront pas, puisque ce serait se renier, et Sébastien Lecornu ce serait lui aussi se renier, que de revenir sur cette demande pour les uns et cette promesse pour l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe si le projet de loi est pas voté la semaine prochaine ? On est sur une loi spéciale où on reparle à nouveau du budget en janvier, c'est ça ? Techniquement, le texte repart au Sénat. Et la vérité, c'est qu'il ne reste quand même pas beaucoup de jours pour une adoption avant Noël et avant le 31 décembre. Il n'y a pas de loi spéciale sur le PLFSS. Il y aurait une loi spéciale sur le budget, qui a priori, on y va tout droit, je pense. On va tout droit vers une loi spéciale juste avant Noël, voire même entre Noël et le jour de l'an. On verra en fonction du déroulement de la navette parlementaire, de ce qui est adopté et pas adopté. Sur le plan constitutionnel, on peut très bien revenir avec un projet de loi de la Sécu en janvier-février. Pareil pour le budget, si on a une loi spéciale pour faire patienter. En revanche, c'est sur le plan politique où ça peut être plus compliqué. Si mardi, le texte est rejeté, Sébastien Lecornu a mis énormément de... C'est impliqué. Voilà, c'est impliqué politiquement, a fait d'énormes concessions sur le sujet. Il n'est pas évident pour lui d'encaisser un rejet sans mettre quelque chose sur la table. Voilà, exactement. Ce serait la démission. En tout cas, c'est une éventualité. Sa démission est clairement une éventualité. Et au sein du gouvernement, hier, je parlais avec un ministre qui me disait, si le texte est rejeté mardi, c'est fini. C'est fini. Donc c'est fini, Sébastien Lecornu, c'est fini. Voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. Il ne le fera peut-être pas. Peut-être qu'il jouera encore la montre en disant on va mettre une loi spéciale en attendant et on revient en janvier. Mais politiquement, ça paraît quand même très compliqué. Mais dans quel état d'esprit sont les députés que vous voyez tous les jours, que vous connaissez bien ? Ils peuvent imaginer repartir dans un chaos un peu politique ? Non, ils en ont marre. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez d'un côté la gauche qui a obtenu des choses, et qui n'a pas envie de voter ce budget, parce que voter un budget, c'est très politique, et qu'ils ne veulent pas être apparentés aux macronistes. De l'autre côté, la droite, qui a quand même dû encaisser la suspension de la réforme des retraites, certaines hausses d'impôts, et à qui on va demander de voter un budget qui ne répond aucunement à ses idéaux et à ce qu'elle défend. Et donc, il n'a pas du tout envie de le faire non plus. Donc, personne n'a envie de se mouiller, mais en même temps, tout le monde a envie que le budget passe, parce que tout le monde en a marre de cette situation chaotique, tout le monde a envie de repartir sur de bonnes bases. Pour la nouvelle année, c'est ça ? Pour 2026, il y a les municipales, qui se profilent.
Mais la question, c'est qui va mardi faire l'effort de voter favorablement. Je discutais hier avec des cadres LR et des cadres du PS. D'un côté, les socialistes disent il pourrait être une vingtaine, une trentaine, grand maximum sur 70 à voter favorablement, alors que franchement, ils ont tout obtenu, et les autres s'abstiendraient, et il y aurait peut-être même un ou deux contre. Et de l'autre côté, les LR qui ont quand même perdu quelques points. Ils ont réussi à obtenir la défiscalisation des heures supplémentaires. Et Laurent Wauquiez, d'ailleurs, hier, en réunion de groupe des députés LR, mettait en avant cette victoire, mais ils ne peuvent pas voter favorablement un budget qui suspend la réforme des retraites. Donc voilà, il y a une ligne de crête très difficile pour le Premier ministre, avec d'un côté comme de l'autre, des députés qui ne sont pas assez nombreux à vouloir voter pour. Le Palais Bourbon, c'est un endroit que vous connaissez bien. Vous avez consacré votre dernier livre à ce sujet, c'est Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable, une plongée dans cette Assemblée nationale plus que fragmentée. Vous avez eu des retours sur votre livre des parlementaires, justement, des députés? J'ai eu que des bons retours. Que des bons retours? Que des bons retours. Parce qu'effectivement, ça décrit une situation qui est très réelle. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte au quotidien. Alors, Palais Bourbier, il est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois. Oui. Toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. et il porte très bien son nom, finalement, parce que à chaque fois, on s'étonne des déconvenues politiques des premiers ministres et des gouvernements. Mais en fait, la situation arithmétique à l'Assemblée nationale est telle qu'il est impossible pour un gouvernement de parvenir à faire adopter la moindre loi, ou en tout cas de durer dans cette composition politique. C'est aussi cette plongée dans le Palais Bourbon. Vous révélez aussi des histoires, pas que politiques, c'est des histoires humaines. Ce sont des hommes, des femmes, des histoires d'amitié. Il y a même des histoires d'amour dans le Palais Bourbon, c'est ça? Oui, il y a des déclarations d'amour entre députés de bancs différents. Il y a même des histoires d'amour qui naissent. Je n'en révélerai aucune. Il faut lire le livre pour voilà, exactement. Pour connaître l'histoire. Et il y a surtout, effectivement, derrière les postures politiques des humains, je raconte notamment comment le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, j'allais dire Le Cornu, peut bien s'entendre avec l'insoumise Sophia Chikirou, très proche de Mélenchon et candidate pour la mairie de Paris. C'est marrant de voir des choses comme ça. Parce qu'on... Oui, de personnalités à l'opposé sur l'échiquier politique. S'entendre. Ils ont une amitié tous les deux. Ils ont en tout cas une... Amitié, peut-être un peu fort. Ils se font la bise dans les couloirs, ils s'entendent bien, ils peuvent discuter, parler politique pendant plusieurs minutes à la buvette de l'Assemblée nationale. Et inversement, de monstres politiques comme Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, qui pourraient idéologiquement sembler plutôt proches, avoir quelques points communs au moins, ont d'énormes difficultés à communiquer. Dès qu'ils se parlent, il y a une forme d'électricité. Ça se sent dans l'air. Ça se sent, exactement. Et donc voilà, voir tout ça aussi, voir l'envers du décor, c'est ce que j'ai essayé de raconter un petit peu dans cet ouvrage. Merci Wally Bordas. Merci Wally. Et votre livre, c'est Palais Bourbier. Merci. C'est toujours à trouver dans les librairies. Merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Pékin pour une visite d'État de 2 jours en Chine, une visite qui va se dérouler dans un contexte de tension commerciale avec la deuxième économie du monde. Quels sont les enjeux de cette visite? Élément de réponse dans un instant avec Marc Julienne, il est le directeur du Centre Asie de l'IFRI. Merci, monsieur le ministre. Merci infiniment de votre présence ce soir et de tout le travail qu'on va faire ensemble. Merci beaucoup.
Bonjour Marc Julienne, merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Effectivement, ce sont les images de l'arrivée d'Emmanuel Macron ce matin, hier soir, c'est ça avec le décalage horaire, à Pékin. Il est accompagné, Emmanuel Macron, de son épouse Brigitte pour cette visite d'État de 2 jours. Quel est le programme de ce voyage de 2 jours en Chine, Marc Julienne ? Alors, je crois qu'il y a 2 objectifs politiques principaux. Le premier, c'est le commerce, qui est un enjeu extrêmement tendu et sensible actuellement entre l'Union européenne et la Chine. Et le deuxième, c'est la question ukrainienne. 2 dossiers d'ailleurs qui ne sont pas nouveaux et que le président Macron sur lesquels il tente d'avancer avec son homologue chinois depuis quelques années. Cette visite d'ailleurs n'était pas vraiment annoncée, ne faisait pas partie du programme habituel. C'est la France qui a fait la demande que le président se rende en Chine et le fait est que la Chine a accepté. Peu de chefs d'État et de chefs de gouvernement européens peuvent faire des visites d'État aussi régulières que ne le fait le président français. C'est la 4e fois. Pourquoi vous dites peu de personnalités, de présidents de l'Europe peuvent faire des visites aussi régulières en Chine ? Alors pour une raison très simple, c'est qu'en fait Emmanuel Macron a peu d'homologues en Europe puisqu'il est chef d'État, il est président, alors que en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, ce sont des chanceliers, des premiers ministres, des chefs de gouvernement. Et donc il est sur un pied d'égalité avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Et à ce titre, comme il est en plus au pouvoir depuis 2017 et qu'il a eu l'occasion de faire plusieurs visites d'État en Chine, mais aussi Xi Jinping d'en faire en France. D'ailleurs, en plus des visites d'État, il a aussi fait des visites officielles. Donc en réalité, il est allé plus que 4 fois en Chine depuis 2017. Donc il a sans doute réussi à nouer cette relation particulière avec le président chinois. Et aussi la France, outre le président actuel, la France a une position assez spéciale aux yeux des Chinois. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, pays doté de l'arme nucléaire et avec une certaine idée de l'indépendance qui est chère aux yeux des Chinois. Comment vous décrivez la relation nouée entre ces 2 présidents, le président français et le président chinois ? Je pense que c'est une relation assez respectueuse et courtoise. Et encore une fois, c'est les Français qui étaient en demande et les Chinois ont accepté d'accueillir le président. Maintenant, elle n'est pas dépourvue de sensibilité, d'obstacles. Récemment, il y a eu quand même l'affaire qui a duré plusieurs mois du cognac, sur lequel la Chine en fait a lancé une enquête anti-subvention dans l'industrie des cognacs. Alors officiellement, des cognacs européens. Mais quand on regarde dans le détail, 97% des cognacs, enfin des eaux de vie de vin européens exportés sont français. Donc c'était véritablement une mesure de rétorsion contre la France. C'était la France qui était véritablement ciblée parce qu'elle considérait que la France était peut-être un peu trop active à œuvrer pour lancer des enquêtes anti-subvention dans des domaines comme les véhicules électriques, le ferroviaire, l'éolien, le solaire en Chine. Et donc, quand la Chine sait se montrer courtoise et respectueuse, mais sait aussi utiliser les mesures de rétorsion autant que de besoin. Comment la Chine, elle prend les accusations de concurrence déloyale que lui fait l'Europe, notamment sur le sujet des voitures électriques, Elle le nie, tout comme les accusations de surcapacité. Vous savez, la Chine produit un appareil industriel absolument spectaculaire, absolument colossal, et elle produit sans tenir compte de la demande. Et donc, du coup, elle produit massivement. Elle inonde, en fait. Elle inonde, voilà. Et parce qu'il n'y a pas de marché intérieur, il n'y a pas de consommation en Chine. Donc, elle produit massivement pour exporter et aide ces industries par soit des aides directes, mais plus, en fait, créer des circonstances, par exemple, via des prêts par des banques d'État intéressants, ce qui fait que ça met en place des situations de concurrence déloyale par rapport aux autres industries internationales. Et ça, c'est un problème qui est absolument structurel et colossal dans la relation bilatérale entre la France ou l'Union européenne et la Chine, puisque ça touche tous les secteurs. J'ai évoqué le solaire, l'éolien, le ferroviaire, les batteries et l'automobile, et ça présente des menaces très importantes directement sur nos industries, notamment sur notre industrie automobile, qui est là directement menacée, puisque certes, on a du retard dans les véhicules électriques, mais même sans retard, de toute façon, on a du mal à faire face à la concurrence chinoise. Du fait de cette offre chinoise. L'Union européenne a même employé le terme de raquette envers, là c'est sur le sujet des terres rares, envers les entreprises européennes. Là encore, la Chine est leader sur l'extraction des terres rares. Leader sur l'extraction, encore plus sur la raffinage. C'est-à-dire qu'elle a quand même sa place de
première puissance exploitatrice a quand même été érodée ces dernières années. Par contre, elle conserve, je crois, 80% du raffinage. Et là-dessus, depuis quelques années, là, c'est quelque chose d'assez nouveau, la Chine n'hésite pas à vraiment utiliser les leviers économiques pour faire pression politiquement sur ses partenaires. On le voit dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Quelque part, c'est de bonne guerre, puisque cette guerre a été initiée par le président Trump, lors de son premier mandat d'ailleurs. Mais désormais, elle l'utilise de manière sans aucune retenue à l'encontre de l'Union européenne. Et les terres rares, effectivement, c'est un enjeu absolument critique, stratégique pour l'Union européenne, dans toutes ses industries, technologiques, automobiles, mais aussi dans les industries de défense, puisque dans les mesures de contrôle d'exportation, donc il faut demander des licences pour pouvoir importer ces terres rares, sauf que toutes les industries de défense sont exclues d'office de ces licences. Donc il n'y aura pas d'exportation pour les industries de défense. Dans un contexte de remontée des budgets de défense, de réarmement de l'Europe et surtout de soutien à l'Ukraine, c'est un enjeu quand même qui est préoccupant. La polémique Chine qui a beaucoup agité les débats publics, notamment la semaine dernière, c'est un sujet qui a inquiété la Chine, de ce que vous en savez, ou pas spécialement ? Je pense que ça l'inquiétait, ne serait-ce qu'en termes d'image, puisque cette controverse, effectivement, qui a défrayé la chronique en France, on ne parle pas seulement d'une entreprise, on parle d'un système économique, d'une stratégie économique chinoise, d'un mode de production chinois qui ne respecte pas les droits de l'homme, les normes, le droit du travail, y compris les conventions internationales, je veux dire, du travail. Et donc, forcément, c'est l'image de la Chine qui est égratignée, qui est dégradée, dans un contexte d'ailleurs où, depuis le Covid, il y a quand même eu une baisse, je dirais même une chute de l'image de la Chine en Europe. Et donc forcément, ça c'est quelque chose que la Chine voit d'un mauvais œil, en tout cas considère comme un risque, et probablement que la question sera abordée. Est-ce qu'on peut croire les Chinois quand ils disent, ce sont les mots d'un des porte-paroles hier ou avant-hier, promouvoir un développement sain et stable des relations Europe-Chine ? Alors ça, c'est un petit peu le discours, le leitmotiv chinois, qu'il faut développer des relations harmonieuses, équilibrées. Mais en réalité, le problème de la France et des Européens depuis maintenant plus de 20 ans, il ne s'agit pas que de ces dernières années de Xi Jinping, c'est qu'en fait, il y a un discours, mais en réalité, les actes ne suivent pas. Les Européens, par exemple, demandent à la Chine depuis 20 ans plus de réciprocité dans les échanges. La Chine a accès à un marché européen totalement ouvert, alors que le marché chinois est protectionniste, et donc il est sélectif dans les marchés, les secteurs qu'il ouvre aux investissements étrangers, par exemple, et ceux qu'il n'ouvre pas. Donc en général, ce qui se passe, c'est que la Chine ouvre les secteurs où elle a besoin de technologie, par exemple. Ça a été le nucléaire à un moment, ça a été l'aéronautique. Et puis une fois qu'elle commence à avoir suffisamment de technologie et de savoir-faire pour s'émanciper, elle garde le marché pour elle. Voilà, elle referme. Et donc ce n'est pas des conditions extrêmement équitable, il n'y a pas de réciprocité. Ce n'est pas non plus conforme à l'Organisation mondiale du commerce que l'Europe respecte au pied de la lettre et que la Chine dit respecter et même entend protéger, mais qu'en réalité, elle ne respecte pas du tout. Oui, donc les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour les Chinois et pour les Européens. Tout est faussé. Néanmoins, vous diriez que la Chine reste attentive à ce vieux continent qui est l'Europe. Est-ce que d'ailleurs, elle le voit comme un vieux continent? Est-ce qu'il a de l'importance, ce continent, à ses yeux? Il est important dans un contexte où il y a eu beaucoup de tensions avec Donald Trump, quand même. Justement, objectivement, oui. C'est-à-dire que mon analyse, en tout cas, c'est qu'objectivement, l'Europe est absolument nécessaire pour la Chine. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de marché intérieur en Chine, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de demande. Donc l'économie chinoise tourne aujourd'hui grâce et exclusivement grâce aux exportations. Or, l'Union européenne, 450 millions d'habitants, c'est le premier ou le deuxième maintenant avec l'ASEAN, marché d'exportation pour la Chine. Les États-Unis, avec leurs barrières tarifaires, en fait, ne sont plus un marché, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, pour les produits chinois. Et donc, dans cette situation-là, pour alimenter, pour faire tourner son économie, elle a besoin du partenaire européen pour exporter ses produits. Donc ça, c'est mon analyse un peu objectif sur le besoin. Maintenant, les gestes que montre la Chine, c'est plutôt des gestes de coercition, de rétorsion, qui poussent, je dirais, davantage les Européens vers plus de protectionnisme pour défendre nos industries et nos technologies. Mais si la Chine a besoin de l'Europe, ça veut dire que nous, Européens, on a des leviers pour que la Chine accepte nos règles et commercer plus avec elle, non ? Comment l'Europe pourrait mieux se faire respecter, j'ai envie de dire, par la Chine ?
Effectivement, moi je suis convaincu que l'Europe a des leviers. On a mis du temps, je pense, à s'en rendre compte. Il faut de la volonté, il faut déjà en avoir conscience. Ensuite, il faut de la volonté politique. Et comme toujours, et ça la Chine le sait, c'est qu'en Europe, eh bien, les processus, la prise de décision est plus longue. Il y a 27 États membres, différentes institutions à Bruxelles, la Commission qui essaie de jouer ce rôle moteur, mais qui parfois doit quand même avoir l'aval et l'accord à la fois du Parlement, à la fois des États membres. Et donc la Chine le sait. Alors c'est là où probablement que la vision européenne, ou plutôt de la Chine vis-à-vis de l'Europe, c'est plutôt une vision justement de grande machine qui ne fonctionne pas très bien, et la Chine justement va essayer de s'insérer dans les interstices, dans les rouages pour que ça marche encore moins bien. Par exemple, les investissements chinois en Europe ces dernières années sont massivement, enfin en termes de la proportion, vers la Hongrie. Et donc la Hongrie qui est le pays le plus contestataire. Donc finalement, c'est pas par hasard, c'est un peu comme une sorte de maillon faible, on pourrait dire, de l'Union européenne. Hein, c'est ça. C'est ça. Parlons, vous l'avez un peu évoqué, l'autre sujet ce sera l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la position de Pékin vis-à-vis de cette guerre, et comment Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il compte faire avec Xi Jinping ? Alors officiellement, la Chine se revendique depuis le début de la guerre comme neutre dans le conflit. Les Européens l'ont cru, je pense, pendant les 2 premières années du conflit au moins, alors qu'en réalité, je pense qu'il faut bien prendre acte qu'il n'y a pas de neutralité. La Chine considère qu'elle est neutre parce qu'elle ne transfère pas d'armement directement à la Russie, d'armement létal. Mais ça, c'est une définition assez restrictive de la neutralité, puisque la neutralité, normalement, si vous êtes d'accord avec moi, c'est de juste ne pas prendre parti, c'est pas simplement ne pas fournir d'armes. Or, la Chine fournit des armes dans le sens où, la Chine n'est pas neutre dans le sens où elle soutient politiquement, diplomatiquement et économiquement la Russie. Et plus que ça, Xi Jinping par exemple, n'a jamais critiqué ni condamné Vladimir Poutine. En revanche, il considère et il affirme explicitement que les responsables sont les Américains, les Européens et l'OTAN. Donc c'est pour ça que cette neutralité quand même doit être vraiment mise en perspective, parce qu'il y a vraiment un soutien fort du côté de la Russie. Quand vous dites économiquement, il y a un soutien économique de la Chine vis-à-vis de la Russie. Quel est ce soutien économique ? Eh bien, la Chine exporte énormément de produits vers la Russie, des matières premières, des composants électroniques, des machines-outils qui sont très importantes pour maintenir et développer l'industrie russe, et notamment l'industrie de défense. Et puis, dans le sens inverse, la Chine achète massivement le pétrole russe. C'est pas nécessairement directement pour aider la Russie. Quelque part, peut-être que la Chine cède elle-même. Elle a une production industrielle forte, elle a besoin de pétrole, elle achète du pétrole à très bon prix et elle exporte des produits vers la Russie, ce qui lui permet de trouver des débouchés à son commerce extérieur. Pourquoi elle soutient la Russie ? Parce que elle a en tête, bien sûr, il y a la question de Taïwan, c'est ça ? Qui est de plus en plus importante. On sait que la Chine, depuis déjà plusieurs années, accentue ses pressions sur l'île. Oui, tout à fait. Le premier des éléments, c'est sans doute la rivalité avec les États-Unis, qui là, pour le coup, est un point d'accord, un point partagé avec Moscou. C'est le premier point, ça, la rivalité avec les États-Unis. Et il y a un intérêt ensuite, une incidence positive pour la Chine, c'est que la Russie a toujours été très très claire sur Taïwan, c'est-à-dire qu'elle s'aligne totalement avec la position de Pékin. Taïwan, territoire inaliénable de la République, de Chine et donc de la République populaire de Chine. Et c'est un sujet qui est particulièrement chaud à l'heure où on se parle, puisqu'il y a une polémique actuellement avec la première ministre japonaise qui a pris des positions très fermes et très fortes en faveur de Taïwan, qui a déclenché l'ire de Pékin et qui cherche à trouver du soutien auprès des différentes capitales et notamment de l'Europe. Donc là, c'est aussi un sujet qui va probablement être mis sur la table par le président chinois avec le président Macron sur clarifier la position de la France à l'égard de Taïwan, qui est un sujet déjà un petit peu sensible, puisque lors de la dernière visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine en avril 2023, il avait eu des propos, je dirais malheureux ou ambigus, dans l'avion du retour, dans une interview avec des journalistes où la position française était peu claire et ça avait déclenché une sorte de crise médiatique internationale. On s'est dit, mais quelle est la position de la France ? Est-ce que la France est en train de prendre fait et cause pour la République populaire de Chine ? Vous qui êtes un fin connaisseur de ce pays, vous diriez que la Chine n'exclut pas du tout le recours à la force pour s'emparer de Taïwan ? Absolument, il n'y a pas besoin d'être fin connaisseur finalement, parce qu'en fait, les Chinois le disent régulièrement. Leur priorité, c'est l'unification par des moyens pacifiques.
mais, et ils le disent de plus en plus fort, que l'option militaire est sur la table, a toujours été sur la table, et qu'aujourd'hui la Chine a les capacités de faire face. Ce que je veux dire, c'est que le calendrier se rapproche, c'est ça, vous diriez? Alors, un peu trop tôt. La Chine développe des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan et autour de Taïwan de manière très régulière. Et c'est quelque chose de nouveau qui a démarré en 2020 et ça s'est accéléré à partir de 2022. Donc, oui, certains pensent que c'est simplement des gesticulations pour intimider les Taïwanais, pour intimider les Américains. Je pense qu'il faut, c'est une réalité, mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger l'hypothèse et la réalité que c'est aussi de l'entraînement. Il s'est aussi entraîner une armée qui a peu ou pas d'expérience au combat. Et donc, ces exercices, en fait... Un entraînement et un test aussi des forces taïwanaises et des réactions. C'est ça, les deux, voilà. C'est ça. Mais donc, c'est pas simplement de l'intimidation, c'est pas simplement de la dissuasion, utiliser un chiffon, lever le chiffon rouge, mais c'est aussi véritablement monter en compétences, professionnaliser les militaires chinois. Ce sera ma dernière question, qu'est-ce que vous allez guetter particulièrement, vous, Marc Julienne, lors de cette visite d'État en Chine d'Emmanuel Macron ? Les deux sujets donc, que sont le commerce et l'Ukraine. Effectivement, s'il y a des déclarations sur Taïwan, ce sera très intéressant de voir. Donc, même s'il n'y a pas de déclaration, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la présidence française du G7 en 2026, le sommet d'Évian au mois de juin, où le président Macron souhaite inviter la partie chinoise. Alors, est-ce que ce sera Xi Jinping? Est-ce que même la Chine acceptera? C'est un sujet qui fait énormément débat, y compris au sein des membres du G7. Pourquoi? Parce que certains considèrent que c'est pas vraiment la place de la Chine de venir à la table du G7. Même si c'est des discussions en marge. Bon, en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là. Moi, personnellement, je suis pas non plus parfaitement aligné sur cette idée-là. Donc, ce sera intéressant de voir est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il y a des déclarations qui portent sur le G7, est-ce que la Chine se montre favorable à cette invitation. Favorable, la Chine, à s'asseoir à Pour le cette moment, table? pas vraiment. Pas vraiment. De ce que je comprends, pour le moment, pas vraiment. Merci d'avoir été en direct avec Merci nous beaucoup. sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle que vous êtes le directeur Centre-Asie à l'IFRI. Merci de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. On passe à un autre sujet, c'est celui de Céline, l'écrivain français, l'un des plus grands écrivains de la littérature française, l'un des plus controversés également. Une série documentaire passionnante revient sur la vie complexe de cette figure littéraire. Je vous propose de regarder un extrait. On en parle ensuite avec son auteur, Philippe Collin. Il a été un des collaborationnistes les plus en vue de l'occupation. Il reçoit des menaces de mort. Il a peur de ne même pas être épuré et d'être tout simplement exécuté par les résistants. À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi ni ma femme. Mais c'est tout. Soi-disant persécutée par la résistance, Céline clame sur tous les toits que ces gens-là ne valent pas mieux que les autres. Sous-entendu, collabos ou résistants, c'est la même chose. On voit bien la mécanique qui consiste à renverser les valeurs, tel le roi des embrouilleurs. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominé de tous les côtés. Pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Et pas du tout, aucun complexe d'infériorité, complexe comme dit les gens, aucun complexe de culpabilité. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense. Bonjour Philippe Collin. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Face à l'histoire, c'est la série documentaire sur France 5 qui est adaptée de vos podcasts que vous écrivez pour France Inter. Celui consacré à Louis-Ferdinand Céline qu'on verra le 14 décembre à 21h05 réalisé par Florence Plantaret. Céline, donc cette série, la nouvelle série s'intéresse à Céline, l'un des écrivains, des plus grands écrivains quand même de la littérature française, l'un des plus controversé, 3 épisodes donc à voir. Qu'est-ce que apporte l'adaptation des podcasts? Qu'est-ce que apporte la télévision, les archives à votre récit? Elles apportent à la fois évidemment une incarnation que la radio ne peut pas permettre, même si la radio offre des images dans le récit immersif. Donc évidemment, elles apportent une époque, elles apportent une plongée immersive dans une époque par l'image.
Et puis, elles apportent aussi les images des synthèses. Il faut des mots à la radio pour expliquer certaines choses que l'image vous offre immédiatement. Lorsqu'on a aperçu Céline, par exemple, à l'instant à l'image, on voit quand sur la fin de sa vie, il joue le clochard céleste. Nous, on doit le décrire à la radio. L'image est frappante tout de suite. On voit bien à quel jeu il est en train de jouer, de la victime, avec cette espèce de chandail un peu, voyez... un peu miteux. Et miteux, exactement. Ça, à la radio, il faut le décrire. Ouais. Voilà, à la télévision, c'est c'est la force immédiat, des images. la force des images, bien sûr. La force des images. La télévision, vous en parliez. Céline a reçu 2 fois, hein, c'est ça, la télévision française chez lui dans son pavillon de Meudon. Hein, oui, exactement. Avec Pierre Dumayet, qu'on voit à l'image. Tout à fait. Et puis avec... Il y a une télévision suisse qui est venue aussi, qui s'appelle Albers Binden, qui est venue plus tard. Et puis il y a Pierre Dumayet, et tout d'un coup j'ai un trou moi aussi. Il y a une autre interview, et là tout d'un coup j'ai un trou. C'est pas Louis Pauwels Si, exactement, pardon, bravo, exactement, c'est Louis Pauwels. Bien joué, bravo, absolument. Immense du Figaro d'ailleurs, grande signature du Figaro, bien sûr, absolument. Figaro qui fête ses 200 ans. Absolument. Grand directeur du Figaro. Louis-Ferdinand Céline, grand écrivain. Son premier livre, c'est Voyage au bout de la nuit, c'est 1932. Beaucoup de succès. Mais pas le Goncourt. Et ça, c'est un grand chagrin, on dit. C'est plus qu'un chagrin, je pense que c'est une colère. Une colère parce qu'en fait, il est persuadé qu'il va l'avoir. D'ailleurs, on dit qu'il va l'avoir. Et en fait, c'est Guy Mazeline qui va récupérer le Goncourt à sa place, sans doute par des tractations de la Maison Gallimard. Et donc, alors qu'il est persuadé d'avoir le couronnement de la littérature française, ça lui échappe. Il aura le Renaudot quand même. Bon, ce n'est pas rien, le Renaudot. Mais je crois que ça va générer chez lui... ça en tout cas, une colère, une amertume. En tout cas, qui existait avant. Et je pense que cet échec du Goncourt en 1932 va activer chez lui cette espèce d'aversion pour l'espèce humaine, pensant être trahi par les siens, vous voyez, par ce Goncourt raté. Et je pense qu'à la fois, c'est presque anecdotique, mais... je pense que c'est dans un ressort de ressentiment chez Céline très puissant. Politiquement, à cette époque-là, 1932, il se situe comment, Louis-Ferdinand Céline ? Ça, c'est une très bonne question. Parce que quand on regarde la presse de l'époque, personne ne sait vraiment le situer. Au point, par exemple, que le Parti communiste français est persuadé qu'il est l'un des leurs. Exactement. En tout cas, qu'ils vont réussir à l'amener vers lui, vers le Parti communiste, parce qu'il prend la défense des opprimés, ou des petites gens, ou des gens qui sont écrasés par un système capitaliste. Voilà. Donc en fait, à la fois le Parti communiste français pense qu'en effet, ils sont proches, mais on a aussi des gens de la droite qui voient en lui déjà sans doute des accointances. Et donc en fait, on ne sait pas trop où le placer, aussi parce qu'à l'époque, il ne s'exprime pas à Céline. Hein. Il s'exprime à travers Voyage au bout de la nuit, mais il n'a pas encore dévoilé qui il est. Hein, ça va venir pour la première fois avec un texte qui s'appelle Mea culpa, après son voyage en URSS, où là, tout d'un coup, on comprend qu'il ne sera pas du tout communiste. Mais ça, c'est 1934. Vous voyez, donc en 1932, c'est un grand auteur français qui a inventé quelque chose. La littérature française. Et donc, tout d'un coup, c'est vraiment l'auteur français, presque le génie français, qui a réussi à réinventer une forme de l'écriture. Donc à l'époque, ce n'est que ça en 1932. Le basculement, c'est 1936, vous diriez ? C'est Mort à crédit ? Oui, c'est Mort à crédit. Parution de son 2e livre. Voilà, donc là, il y a deux ressorts intéressants, parce qu'à la fois, donc Mort à crédit... c'est son premier roman, dit-il, en vérité, son premier vrai livre, parce qu'il dit qu'en fait, Voyage était une manière presque de publicitaire de venir gagner ses galons. Mais Mort à crédit ne rencontre aucun succès. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein. C'est carrément un bide par rapport à Voyage au bout de la nuit. Et surtout, en 1936, c'est évidemment l'accession au pouvoir du Front populaire. Et donc, il va associer son échec à cette élection, en disant la France part à volo, avec l'élection des socialistes et des communistes au pouvoir. Et donc, du coup, il associe ce deuxième échec, quasiment après le Goncourt raté, à la présence de la SFIO au pouvoir. Et donc, ça va continuer à entretenir chez lui un ressentiment à l'égard de la gauche française et encore à nouveau de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'en fait, ce moment de 1936, c'est la bascule. Et d'ailleurs, après ça, il va commencer à entrer en écriture sur les premiers pamphlets antisémites. C'est-à-dire qu'il va lâcher la fiction pour rentrer dans l'essai. Donc l'essai étant déjà un acte politique, puisqu'en fait un essai, c'est un point de vue, ce n'est plus de la fiction, c'est que vous avez un point de vue sur le monde et vous dites ce que vous en pensez du monde. 1936, c'est Léon Blum qui est juif. Donc vraiment, cette année, elle est importante, elle est vraiment l'année de bascule où, vous le disiez, il commence à écrire ses pamphlets. Oui. Et il n'y en a pas qu'un. Il y en aura 3. Il y en aura 3. Il y en a un avant-guerre,
pendant l'occupation. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dès 1926, il va écrire L'Église, qui est une pièce de théâtre qui ne sera publiée qu'après Voyage. Et dès 1926, il y a des occurrences antisémites sous la plume de Céline. Ça veut dire que Céline est antisémite depuis longtemps. Déjà, il reproche à certains soldats de la Première Guerre mondiale juifs d'être des embusqués, ce qui est totalement faux, c'est documenté. Mais on sent qu'il y a déjà un ressentiment antisémite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire embusqué ? Embusqué, ça voudrait dire des gens planqués. Des gens qui auraient trouvé des situations pendant la guerre pour se cacher et ne pas être au front. Et il a souvent dit, Céline, qu'en fait, les Juifs avaient été des embusqués pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est complètement faux. À tel point que le consistoire est obligé, enfin la polémique monte, le consistoire est obligé de sortir des listes, de sortir les chiffres, de dire, les voilà, listes, pour il y a tant de prouver noir sur blanc, ce n'est pas juste. Absolument, totalement injuste. Et donc cet antisémitisme qui va surgir sous sa plume, d'un point de vue, on va dire, phénomène littéraire, c'est Bagatelle pour un massacre. Donc premier pamphlet antisémite. 1937. Mais 1926, je le répète, il y a déjà sous sa plume, tout est en place dès 1926. Un antisémitisme donc ancien, profond. Il vient d'où ? Il est nourri par un environnement familial ? Oui, en fait, c'est des commerçants, ses parents, qui avaient sans doute une aspiration d'ascension sociale, une frustration, parce que ça n'a pas marché comme ils le souhaitaient. Et donc, c'est ces milieux de petits commerçants, classe moyenne de Paris, dans les années 1880-1890, qui vont être tous anti-Dreyfusard, très anti-Dreyfusard, et qui vont donc... Oui, il faut expliquer le contexte de l'époque aussi. Exactement, et donc en effet, Céline grandit dans cet univers-là de commerçants parisiens antisémites, clairement, et qui estiment que finalement leur ascension a été contrariée par des forces qui seraient évidemment les Juifs, évidemment, qui auraient organisé un complot contre la République française, etc. Enfin contre la France éternelle plutôt. Voilà, et donc il faut comprendre qu'il grandit là-dedans, ce gamin. Et que je pense qu'il est profondément imprégné par l'aversion de son père, notamment à l'égard des Juifs dans sa jeunesse. Qu'est-ce que Céline connaissait des écrits, de la propagande de nazis ? Est-ce que Céline est un cheval de Troie des nazis ? Totalement. Totalement. Il faut savoir que ce qu'on appelle le Weltdienst, c'est-à-dire le service international du parti nazi, alimente Céline en documentation. La vraie question, Anne-Emmanuelle, c'est est-ce qu'il a été payé pour ça ? Pour l'instant, rien nous permet de le dire. Donc, il n'a pas été payé, on va le dire. Il n'a pas reçu d'argent. L'argent, néanmoins. Mais des quelques faveurs, quand même. Des faveurs, mais surtout avant la guerre, déjà. Dès 36, 37, 38, il reçoit une documentation qui lui permet d'alimenter ses écrits et ses points de vue. Alimentation, donc de documents fournis par le NSDAP, qui est le Parti national-socialiste allemand. Donc ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que les Allemands savent très bien qu'ils ont en Céline, en France, un agent de propagande, un agent d'opinion. Et donc, ils vont l'alimenter en documentation antisémite. C'est important de le dire parce que, ça crée, d'entrée de jeu, un pro-nazi. D'entrée de jeu, dès 1936-37. Il est pro-nazi, très tôt. Voilà. Et ça explique qui va devenir Céline après, bien sûr, évidemment. Vous dites qu'en 1940, il rejoint le camp des collaborationnistes, c'est-à-dire... Ça c'est très important. Il y a ce qu'on appelle les collaborateurs. Ça veut dire les Français et Françaises qui sont favorables à la politique du maréchal Pétain, c'est-à-dire une sorte de négociation avec l'Allemagne, qu'on trouve à Vichy essentiellement. Et puis il y a les collaborationnistes, qui, eux, sont favorables vraiment à une politique pro-nazie et qui sont plutôt basés à Paris. Et donc là, on trouve évidemment des pro-nazis français qui vont être très actifs durant l'occupation. Et Céline appartient non pas aux collaborateurs, mais aux collaborationnistes. Il est réellement pro-nazi. Il est persuadé qu'une sorte de contre-révolution est portée par cette idéologie nationale-socialiste et qu'elle doit être appliquée en France. Vous voyez, c'est très différent des collaborateurs qui essayent de négocier une situation avec un Troisième Reich dans une France qui est en dessous. Voilà. Il sera un des premiers à fuir, Céline, à quitter la France, direction l'Allemagne et le Danemark. Pourquoi partir au Danemark ? Alors le Danemark, il y a deux raisons. C'est qu'il a planqué son or là-bas, très vite. Il a planqué ses magots au Danemark, parce qu'il avait une connaissance, donc il a réussi à transférer son argent au Danemark. Et puis, le Danemark, il faut quand même le savoir, c'est un des derniers réduits nazis. C'est un des derniers endroits où les nazis vont se réfugier. Donc il espère pouvoir tenir le maximum de temps là-bas. Et il sait très bien aussi qu'éventuellement, le Danemark ne fera aucune extradition.
ce qui sera le cas. C'est-à-dire que le Danemark va refuser de l'extrader pour être jugé en France. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Tout est très bien organisé. Très bien organisé. Et surtout, vous l'avez très justement dit, il quitte Paris dès le mois de juin 1944. Donc il sait très bien ce qu'il risque, il sait très bien ce qu'il a fait, et donc il sait très bien qu'il faut partir vite, en fuite, en catastrophe. Il y aura un procès, Céline. Oui. Il sera condamné à quoi, Céline ? Alors il va être condamné à l'indignité nationale, évidemment, et puis à la confiscation de ses biens, évidemment. Donc c'est un procès qui a lieu en 1951, donc qui est un peu tardif dans l'épuration, et donc il est reconnu coupable de haute trahison. Mais ensuite, il y a une entourloupe, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de grâce, il va être gracié, Céline, mais il semblerait, d'après le travail des historiens, notamment Odile Rouanette, que la grâce soit, et j'ai oublié son nom à l'historienne, ça m'agace, mais ça va me revenir, que ce soit un faux en écriture publique. C'est-à-dire que vous montrez à l'image lors de cette série documentaire. C'est-à-dire qu'il y aurait un employé, on ne sait pas qui, au ministère de la Justice, qui aurait signé la grâce, sans doute mandaté peut-être par l'État, on n'en sait rien, ça pour le coup, mais la grâce dont bénéficie Céline serait totalement fausse, c'est-à-dire qu'elle serait vraiment une manipulation de la part du gouvernement français. Il reste encore des mystères absolument. À résoudre. Après la guerre, Céline ne retrouve plus du tout Non, il y aura quand même une sorte de retour en grâce avec D'un château l'autre, en 57, où il va raconter son expérience à Sigmaringen, donc la fuite des collabos français en Allemagne. Donc là, c'est quand même un hit. C'est quand même, donc il renoue avec la sphère médiatique et avec le succès avec ce livre-là. Mais évidemment, ce n'est pas la gloire qu'il a connue dans l'entre-deux-guerres. Néanmoins, Céline reste aussi un grand écrivain, alors que quand il meurt en 1961, il n'y a plus tellement personne autour de lui. Non, il n'y a plus grand monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est là où on voit, il s'est passé une opération un peu étrange autour de Céline. Parce que, à sa mort, c'est un pro-nazi français au grand talent littéraire. Évident. Et puis, 50 ans plus tard, il est devenu le grand écrivain français qui avait un peu fauté pendant la guerre. Il y a eu un renversement. Le renversement. Mais qui est à l'action de ça ? Alors, à l'action de ça, il y a plusieurs personnes. Il y a notamment Philippe Solers, au tout départ, donc l'écrivain français. Maoïste, Maoïste, extrême gauche, qui a opéré cette transformation de notre point de vue. Voilà, ce basculement. Mais pas que. Il y a évidemment aussi toute l'extrême droite française. Voilà, des gens qui avaient intérêt à ce que Céline soit réévaluée et qu'on en dise à la fin qu'en effet, c'est un grand écrivain qui a été un petit peu antisémite, voilà, et qu'on finira par faire l'égal de Proust. Proust et Céline, Proust étant juif, rappelons-le. Donc ce qui est assez infamant et hideux, on va dire. Voilà. En fait, c'est intéressant de rappeler ça quand même, que Céline est un grand écrivain, mais aussi un nazi. Voilà. Céline, une série documentaire de 3 épisodes à voir sur France 5 le 14 décembre. C'est une vie, qu'on pourrait dire, totalement romanesque en réalité. Complètement. Sa vie d'étudiant, sa vie en Afrique. C'est une grande vie romanesque et je pense que le premier personnage que Céline a mis en scène, c'est lui-même. Il y a aussi les fameux 6000 feuillets qu'il laisse derrière lui à Montmartre. Oui, complètement. Qui réapparaissent et qui n'ont jamais été volés par la résistance. C'est important de le dire. C'est ce qu'il a dit, pourtant, c'est ce qu'il dit dans ses interviews. Voilà, souhaitant finalement faire lui-même une victime d'une spoliation comme s'il était à l'égal des Juifs spoliés. Voyez, ce qui n'a jamais été le cas. Les papiers ont été conservés, même protégés par la résistance française. Exactement. Une série documentaire tout à fait passionnante sur ces grand écrivain que reste aussi Céline. Merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. En parlant d'histoire, je vous rappelle que le Figaro fête évidemment ses 200 ans. Nous avons 200 ans en janvier prochain. On va les célébrer les 14, 15 et 16 janvier. Vous êtes tous invités à nous retrouver au Grand Palais. Point de vue, nous serons là. Ce sera l'occasion de se rencontrer. Il faut juste s'inscrire sur le site du Figaro. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et à très vite.